le cadre du 51e Festival de cinéma américain de Deauville. Avant de laisser la parole à Lily Bloom et à Kristen Stewart, je voulais vous rappeler ceci. Merci de bien vouloir ne pas prendre de photos pendant la carte blanche, pendant la conversation. Donc vous pourrez en prendre quelques-unes au tout début pendant quelques secondes, mais après il faudra arrêter. Voilà. Je vous remercie de votre compréhension et je vais vous demander de bien vouloir accueillir sur cette scène Lily Bloom. Hello, hello. Bienvenue et merci d'être venus nombreux. La salle est bien remplie. Je pense que je n'ai pas besoin de vous présenter Kristen et je pense que vous trépignez suffisamment, donc je vous propose d'accueillir, de faire un accueil très chaleureux à Kristen Stewart. Bienvenue. Ça va, tout va bien? Ça va bien. Elle parle français. Maintenant, depuis qu'elle est à Deauville, Kristen parle français. Désolée, it's not my strong suit. Alors Kristen, depuis Twilight, vous avez tracé une route, vous avez pris une route de traverse, une route singulière, la vôtre, une route sauvage. Et pour notre plus grand bonheur, cette route croise souvent la France. Il y a eu 2 films avec Olivia Assayas, dont Sils Maria, pour lequel vous avez reçu un César. Vous avez décidé de présenter votre premier geste de cinéaste au Festival de Cannes, puis on l'a découvert hier ici à Deauville. Qu'est-ce qui vous lie à la France? Comment s'est nouée cette relation d'amour, on peut dire d'amour? Olivier, I mean, I think when I sat and had my first meal with him, I hadn't seen any of his movies. Nor could I speak about these films. Maybe Lovers on the Bridge was something that I could have. Maybe I saw that when I was younger and got under my skin. But it was like I was far from steeped in any French cinematic knowledge. But the sensibility was like looking in a mirror. I think just the sort of the ephemeral, like leaning into feelings that are undefined, allowing audiences and human beings to enter your films instead of just like leading them around by the nose. It's boring. So I think that's the sort of like general like reason. Raison d'être. Je pense que... It's hot here. Je pense que... En fait, au départ, lorsque j'ai eu, je me rappelle, nous dit-elle, le premier repas que j'ai passé avec Olivier, je n'avais pas, lorsque je l'ai vu pour la première fois, je n'avais pas vu de film français, je connaissais vraiment pas la culture cinématographique française, c'était assez loin de moi, et je crois que le premier film, peut-être le premier film dont je me souviens, c'est Les Amants du Pont-Neuf. Ça a été vraiment quelque chose que j'ai vu il y a très longtemps et je crois que ça a infusé, que ça a grandi en moi. Mais encore une fois, c'est vrai que la culture cinématographique à cette époque-là, je la connaissais pas. Et elle a grandi parce que dans les films français, en tout cas ceux qui me plaisent et ceux qu'on va voir aujourd'hui, dont on va parler aujourd'hui, eh bien, il y a une espèce de sensibilité dans ces films-là qu'on retrouve pas forcément dans d'autres cinémas et qui, moi, me touche. C'est presque, quand je vois ces films-là, c'est presque comme si j'étais en train de me regarder moi-même dans un miroir. Et ces sentiments, les sentiments que l'on ressent pour les êtres humains que l'on voit, c'est pas comme si on prenait le spectateur, qu'on le guidait par le bout du nez, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent au plus profond et c'est ça qui me lie au cinéma français. Quel genre de cinéphile tu es? Est-ce que quand tu découvres le film d'un réalisateur, d'une réalisatrice ou d'un acteur, d'une actrice que tu aimes, qui te passionne, est-ce que tu vas dévorer tous ces films, lire tout ce que tu peux, ou alors tu vas venir piocher par rapport à ce qui t'habite dans l'instant de ta vie? I'm kind of more fanatical as a reader. I have like real ADD when it comes to films. This is going to sound utterly ridiculous considering it's like what I want to do with the rest of my entire life, but I have to kind of like strap myself into a seat to stick with an entire movie. It sounds like fucking absurd coming from me, but more sporadic. I wouldn't say that I'm like
wouldn't say that there's one filmmaker that I'm like, I can tell you everything about this person top to bottom. I kind of like drift in and out. Boring answer, but I'm sure I'll have better answers about other questions. C'est parfait. Instead of wasting time and generating some bullshit, I will say, no, I kind of jump around. Je crois qu'en tant que lectrice, en tant que spectatrice, je crois que je me rappelle plus facilement et j'arrive à lire plus assidûment que je ne regarde des films. En tant que spectatrice de films, j'ai un petit souci, nous dit-elle. C'est vrai que j'arrive pas à rester concentrée très très longtemps et il faut presque m'attacher dans le siège du cinéma pour que je regarde un film jusqu'à la fin. Je sais que ça peut, nous dit-elle, être un peu absurde venant de moi, ce genre de réponse, mais c'est la vérité. Je regarde les films de manière un peu plus sporadique et lorsque on me parle de quelqu'un qui peut dire à propos de tel ou tel réalisateur, réalisatrice, ah je sais tout de lui, j'ai vu tous les films, je connais tout. Non, ça c'est pas forcément moi. C'est quelque chose de plus organique, de plus instinctif et de donc plus sporadique en ce qui me concerne. Oui, d'en capter l'essence. J'ai eu l'impression en voyant ton film, parce que tu nous as confié des films avant cette masterclass, et j'ai eu l'impression de retrouver des éléments dans ton film et qui étaient déjà digérés émotionnellement, viscéralement. Alors dans les... Oui. I selected with a little bit of forethought. Yeah, I mean, I made this movie, everyone was going to see it. There's some overlaps here. I made a long list and I narrowed it down to these 7 because there are reasons that they correlate to the kind of permission that they gave me to really lean into the more sort of impressionistic aspects of my movie. Alors après avoir vu ton film hier et d'en être encore bouleversé, il m'a semblé évident que l'on devait, dans cette liste de films, ouvrir cette masterclass avec une vraie jeune fille de Breya, qui a été tournée presque sur un malentendu en 76, qui est un film qui n'a pas pu être vu en salle pendant 25 ans et qui frappe aujourd'hui par sa fulgurance. C'est l'histoire d'une jeune fille qui doit retourner chez ses parents pendant 2 mois et qui est absolument révoltée, dégoûtée par toute cette campagne, cette famille, son propre corps qui la dépasse. Et je propose qu'on regarde un extrait avant d'en parler. It's so funny because I didn't have time to pull the clips, and I was really excited to see just what you guys would, just to come and respond versus be like, and this, Exhibit A, the reason I like this movie. So this is exciting because I would never have pulled that. I was, but it's cool because it's like, there's a scene in my movie where she really is like reaching deep inside of herself and pulling out a viscous and scented representation of what she is and kind of savoring it and devouring, like self-devouring. This is like a little bit more disgusting, obviously, but when you're a kid and you're discovering yourself in all of the sort of like soppy, smelly, disgusting ways that you do, it's so easy to be embarrassed and just like sort of, it's so easy, well I guess actually it's just very rare in a film to see somebody lap it up. She starts eating it soon. It's like, I'm just not used to seeing coming of age stories that actually look at shame in a way that is also kind of celebratory, because what it does is like, this movie is such an internal experience. You watch it and you're like, oh, it's kind of straightforward. I mean, she gets on a train and she's going home and she's with her parents, but then she sticks a spoon inside of herself beneath the table and you're like, I think maybe this isn't real. I think maybe we're in her head, you know? Like, I think maybe she drags herself across like a field just like covered in detritus, and she's like, she comes home, but with her panties down, and she walks up to her house and her mom's like, what are you doing? Get inside. I just don't think I think the whole thing is like an internal experience and not necessarily how that summer looked on its face. And just watching a young woman eat herself, fuck me. Like, and especially in a way that's like, the movie looks like candy. Like, it's super nostalgic. There's a lot of violence in it too in the end. Like, I think the shame comes from very lucid, grounded places. Like this boy that she becomes sort of enamored with and obsessed with ultimately is just such a fuckhead, you know? I mean,
somebody who's like, as a vision, truly aspirational, and then turns into you know, kind of a thief and a silly, for lack of a better word, truly like an unintelligent idiot. Like he doesn't have a brain, and just to be like, I don't even care, I just want to be eaten alive. Girls aren't supposed to fucking say that. And it's like, who doesn't feel that way? Like, at some point, like, we're all human. Those chemicals surge at that age. This movie was just like the first time I was ever like, oh, so you can do that. You can do that. Tu peux filmer ça. On va laisser peut-être une petite pause pour que tu puisses traduire. Pas de problème. Je dois dire, nous dit... Thank you, thanks a lot. Je dois dire que c'est assez amusant pour moi, quelque part assez excitant, parce que lorsque j'ai préparé cette conversation, j'ai donné des idées, j'ai donné, voilà, etc. Mais j'ai pas vu exactement les extraits, quel passage. Donc je me demandais, alors qu'est-ce qu'on va voir maintenant pour parler de ce que j'aime au cinéma, voilà, le premier élément qu'on va pouvoir disséquer ensemble. Mais je dois dire que voilà, ça me surprend un peu. Lorsque j'ai vu en tout cas l'extrait commencer, ça m'a vraiment surpris que vous ayez pris cet extrait-là en particulier. Mais pourquoi pas? Parce que dans mon film, eh bien, il y a cette séquence où le personnage donc principal, eh bien, elle va vraiment au plus profond d'elle-même, littéralement, et elle se mange, elle se dévore elle-même, et quelque part, là on voit de manière tout à fait évidente qu'il y a un rapport, qu'il y a un lien entre ça, bien que dans le film qu'on vient de voir, c'est peut-être un tout petit peu plus dégoûtant que dans le mien, mais je pense que c'est important de faire voir, lorsque l'on est enfant, adolescent, la manière, tout ce par quoi on passe pour se découvrir soi-même, et parfois on fait des choses qui peuvent être réellement dégoûtantes, ou en tout cas considérées comme dégoûtantes, mais il faut passer par là. Et Christelle nous dit, moi j'ai vu beaucoup de films, comme beaucoup de gens ici sans doute, sur l'adolescence, sur ce passage à l'âge adulte, et sur tout ce qu'on traverse en tant que femme, ce qui est important, et je crois que c'est avant tout une expérience qui est une expérience intime, interne, quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on dit à l'intérieur de nous-mêmes, c'est que par exemple dans le film, on peut, à l'intérieur de nous-mêmes, littéralement, encore une fois, avec une cuillère, vraiment littéralement. Je me rappelle par exemple d'un passage où l'actrice marche avec sa culotte qui est par terre, elle marche au travers d'un champ, elle rentre ensuite chez elle. C'est vraiment une expérience physique, viscérale, interne, et c'est ça qui m'intéressait. Parce que là, vraiment, dans cet extrait, on voit littéralement une femme en train de se manger elle-même. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, waouh, putain, mais c'est un truc de ouf, et c'est vraiment ce qui m'a marqué, même si en même temps le film il a un petit côté bonbon, un petit côté joli comme ça, mais parce qu'il y a de la nostalgie, mais il y a également une grande violence. Et c'est des thèmes, voilà, qui m'ont intéressé, parce que à la fin du film, par exemple, elle tombe amoureuse d'un jeune homme, on se dit, ah voilà, bon, il se passe quelque chose, et en fait le jeune homme, elle se rend compte qu'il est complètement cinglé, qu'il a un problème, que c'est un petit peu un voleur, qu'il est sans doute un petit peu abruti, et elle, le personnage, tout ce qu'elle essaye de dire, c'est, moi ce que je veux, c'est qu'on me mange. Elle se mange, on mange, je veux qu'on me mange vivante, et c'est très violent, et c'est quelque chose que, quand moi, nous dit-elle, j'ai vu ce film, je me suis dit, oh, alors on peut faire ça au cinéma, on a le droit de faire ça. Voilà, et c'était le début du chemin qui a donné naissance à mon film. Tu dirais vraiment qu'elle t'a ouvert la voie, Catherine Breillat? Qu'elle fait partie des réalisatrices qui t'ont ouvert la voie? To be honest with you, I saw this movie like very, very near the time that I started shooting mine. So it wasn't like it wasn't a formative memory that made me aspire to, like, many years down the line, maybe I will. It was like right before, I was sort of trying to consume things that might start a few engines on my own movie and bolster a couple of the ideas that I was having. And I happened across this, and it was, I don't even know how the fuck. Sometimes things wind up in your lap and it's like such a crazy coincidence when they're exactly what you need right before you go to do something. That's what this was. So I wouldn't say it was like, it was specifically unlocking in a way that was very actionable, because I went and made my movie like 30 seconds later. Alors en fait, oui et non, mais non, parce que, nous dit Christine, j'ai vu ce film, en réalité,
pas longtemps avant que je fasse le mien. Et donc, quelque part, je pense au contraire, plutôt que de dire que c'est quelque chose qui a infusé longtemps en moi, je crois que c'est plutôt que parfois, pour une raison d'ailleurs qui m'échappe, c'est presque mystique, mais c'est quelque chose, on voit le bon film, on entend le bon son, on lit le bon livre, exactement au moment où on est censé le voir. Et ça, je crois que j'avais déjà des idées en moi, je crois que c'était là, que ça commençait à infuser, mais que voir ce film les a démultipliés, eu une explosion, et m'a donné donc envie d'en faire ce que j'ai fait dans le film. Catherine Breillat, c'est une cinéaste qui revient sans cesse à ses obsessions, qui vient essayer d'aller plus loin, de rechercher voilà, l'image infilmable, enfin, voilà, ce qui est infilmable, infilmé. Est-ce que tu te sens proche de cette démarche obsessionnelle de retourner à tes sujets? Yeah, I think there are through lines in my interests, but I'm figuring out what they are. I have like the three things that I'm sort of waiting to see take flight, and you never know like which balloon is gonna like float away. They hold hands in ways, but not in obvious ones. Of course I'm fucking obsessed with what, but no, I'm not sure. I just made one movie. We'll see. I don't know yet. Of course I'm obsessed with, like, I feel like if I try to explain what that is right now, then I'm just gonna make it, like, it'll sound really reductive. I think I'll be better at answering that when I've made a couple more movies. But yeah, let's do one where I have a good answer. Je crois que je suis d'accord quelque part avec ce que vous venez de dire, mais en même temps, je pense que c'est probablement, sûrement, définitivement un peu tôt pour moi dans ma carrière, parce que bien sûr, j'ai fait beaucoup de films, mais en tant qu'actrice, mais là maintenant qu'on parle des films que je vais faire, que j'ai envie de faire, je crois que je pense que je suis obsessionnel, obsédé par certaines choses, et que donc mon cinéma est sans doute un cinéma qui est obsessif, mais pour pouvoir vraiment, vraiment bien répondre à cette question, en tout cas de la manière la plus vrai possible, je crois qu'il faut encore attendre un petit peu parce que je n'ai fait qu'un film. Donc je vous propose de faire 2, 3 films de plus et que vous me reposiez cette question, et sans doute, parce que si je réponds maintenant, ma réponse va être trop réductrice. Donc on va attendre un peu et je pourrai sans doute vous donner une meilleure réponse un petit peu plus tard. On va prendre une leçon maintenant, une leçon de piano avec Anneke. Le mélodrame à la sauce Anneke. Je vous propose qu'on regarde l'extrait avant d'en parler. Qu'est-ce qui t'a... It's so funny. Et qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce film-là? Pourquoi tu l'as choisi, ce film-là? Because I think it's one of the most... I think it's one of the most genius adaptations that I've ever had the pleasure of both reading and watching first, reading, and then watching again. Because it was like one of my favorite performances and films, and then I read the book, and it was very similar to like One Flew Over the Cuckoo's Nest, because there's an internal experience going on in the literary form of this that is so articulate. Her inner experience it's a first person perspective book, and she is consistently rattling off about what she is thinking in all of these environments. And the fact that Haneke decided to just, I mean, it's very, the brevity that is practiced is like, I mean, it's just, it's not a wordy movie. It is a wordy book, like the wordiest book. And, I mean, I don't know, it offered Isabelle Huppert an opportunity to basically do the writing, and I've just never seen a performance do that much writing, and have it be so specific. It's so specific, and it I mean, I think that she won like a Pulitzer Prize for like all of her work. I mean, like the book is like a lot less sterile. She really fucking hates herself, and
like, has sexualized that. And she's so committed to it that when the boy, like, isn't able to, you know, get over some sort of, like, you know, the initial energetic draw of that woman is obvious. Anyone, any young man taking a class from her, especially one who was such like a virtuoso and, you know, was like, thought that he was so good at playing piano, and she's obviously like, you know, the intense hot teacher, sure, anyone would be into that. But the fact that he can't hold really who she is, the fact that he's like, morals do step in, his testosterone, the sort of view of what a man should and shouldn't accept from a woman, it's so disappointing. It's like the fucking, it's so devastating when she can't open her mouth and ask for what she wants because he just needs to know what it is. And if you speak it, it's dead. The movie couldn't speak because the whole thing was that if she spoke it, it would be dead. It's like, I can't explain this to you, you need to know it. And I just think it's like, it was just fucking incredible. And then there's like, microphones are true. When, like, right at the end when she, like stabs herself. I hope I'm not ruining this for anyone. In the movie, it ends right there. In the book, she walks out. She walks all the way home, bleeding. Like, she goes back to her mother's apartment. I always interpret it, like when I saw the movie before I read the book, I was like, oh my God, what a sacrifice. I mean, like, what a sacrificial fucking scene. Like, but he made a choice. That's like a different choice. It ends there. The movie, they come out of the theater, the orchestra, wherever the fuck they're playing the music in there. I don't know the word for it, but like, and the doors are, it's, the last image is not her. And the way that she played this exact line where it was like something about, I wish I could remember exactly, but it's something about like she turned her head to the left like a sick horse and opened her mouth, and it was like, and bared her, no, she turned her head to the left and bared her teeth like a sick horse, like one that was about to die or something, and like just in reaction to him sort of fraternizing with these like adolescent, you know, sort of pygmies in her eyes. Like, she has no respect for anyone. She's so isolated. She's like so isolated by her genius and her intelligence, and like so just like completely locked in this body of like self-laceration. But she's like not unhappy. I don't know, that's not necessarily true, but there's something about it that's like, if that's how this woman was constructed, she's actually doing a pretty good job at like, she has a lot of integrity. There's just something about like the way that she protects what she wants. And it's just the adaptation. The adaptation is just, I would have done it so differently. I would have been like, oh, I would have said way too much. Like, it was almost, I would never have even taken it on. There's too much in it. So it's just one of my favorite movies of all time. On va laisser la traduction. Je vais essayer. Pour moi, c'est une des... Alors oui, je dis pour moi, hein, parce que voilà. C'est une des meilleures adaptations en ce qui me concerne, que j'ai pu voir, parce que j'ai d'abord lu le livre. Le film de Haneke est adapté d'un livre. J'ai d'abord lu le livre, ensuite j'ai vu le film, ensuite j'ai recommencé à lire le livre, et j'ai trouvé ça absolument incroyable. Ça m'a fait un peu le même effet que lorsque j'avais lu le livre Vol au-dessus d'un nid de coucou, et que j'ai vu le film ensuite, donc de Kézé Forman, et que j'ai vu pour moi, c'était vraiment la même expérience. C'était tellement bien articulé, tellement bien retranscrit, le genre d'adaptation qui m'a vraiment marqué. C'est un livre qui est vraiment écrit à la première personne, selon le point de vue du personnage principal, et dans le livre on lit, donc quelque part on entend tout ce qu'elle pense de, par exemple, les situations qu'on a vues tout à l'heure, lorsqu'elle est dans ce sex shop et qu'il y a tous ces gens autour d'elle. Dans le livre on voit tout ce qu'elle pense en permanence, et dans le film c'est exactement le contre-pied que Michael Haneke a décidé d'utiliser, et ça pour moi c'est très intéressant, parce que le livre, c'est un livre qui est très très bavard, et le film pas du tout. Le film vous laisse vous-même devenir bavard, et il laisse surtout la performance de la comédienne, et quelle comédienne, donc remplacer ces mots et remplir l'espace laissé vide par l'absence de mots. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très important. L'écrivaine qui est à l'origine du livre, nous dit-elle, je crois, reçu le prix Pulitzer, tellement elle était douée dans ce qu'elle a fait dans le livre. Le personnage donc féminin, eh bien, elle se déteste vraiment. Elle a vraiment cette espèce d'auto
s'autodestruction en elle qui est très importante, qui est très marquante, et elle est vraiment déterminée à s'autodétruire, et c'est quelque chose qui est qui est incroyable. Et la relation qu'elle a avec ce jeune étudiant, la relation qui est très étrange, très bizarre, faite de domination, de beaucoup de choses, parce que lui, il a sa moralité, il a ses règles, elle a aussi sa moralité, mais c'est quelque chose de tout à fait différent. Il l'admire, et en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça dans le film et dans le livre. Et ce qui est important, c'est qu'elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas à mettre tout ça en mots. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui est très important. Et à la fin, par exemple, lorsqu'elle prend, alors elle espère évidemment qu'elle n'est pas en train de dénaturer la fin pour ceux éventuellement qui n'auraient pas encore vu le film, et lorsqu'elle se plante ce couteau, eh bien le film s'arrête ici, il s'arrête là. Et bien dans le livre, ça continue. Elle se plante le couteau, et puis elle sort, elle a le sang qui coule, elle rentre dans l'appartement de sa mère. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, nous dit-elle, qui se passe, et elle se rappelle même d'une phrase qui est dans le livre à la fin, qui est, elle sort, elle a ce sang qui coule, elle tourne la tête vers la gauche, et elle a presque ce regard et cette impression et cette posture d'un cheval malade qui s'apprête à mourir. C'est des mots qui sont très 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 forts, et qui pour moi est vraiment quelque chose, elle est complètement isolée par son propre génie, et c'est des choses qui ont vraiment cette intégrité à l'extrême en elle. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, la manière dont elle protège tout ce qu'elle veut posséder et garder autour d'elle. Voilà, c'est quelque chose qui m'a rendu sans doute un peu différente lorsque j'ai lu le livre et donc vu le film. Les deux films qu'on vient de voir, bon, sont évidemment des adaptations, mais quand tu parles de cinéma, tu reviens à la littérature. Adaptation? Comme... Is a real young girl based on her novel? Oui, de son Oh, propre. cool. See, I didn't even know that. See, that's how I don't obsess over that. I should know that. It's one of my favorite movies. Vous voyez, j'en étais même pas consciente, mais effectivement, c'est sans doute une obsession, même inconsciente. Et tu reviens au mot, quand on te parle de cinéma, tu reviens à la littérature. J'ai remarqué ça aussi dans tes interviews. Pour toi, c'est ça le point de départ, c'est le mot. Les mots. I mean, it depends if the movie that I made is an adaptation. No, no, it can start with an image, a question. No, like, I made a short that's fine, but I wish that I made it about one image. I wish that I did nothing other than just, like, film a young man sleeping at the bottom of the ocean, because that was why I wanted to make that movie. And then I thought, oh, I have to make it about a bunch of stuff and, like, fill it out with other images and try and, like, be symbolic and metaphoric. It's like, and then it just got kind of muddy, and it's fine and whatever, but, like, and also I love it. It was my, like, first movie, and it's fine. But, like, I really do think that sometimes it can start with just one sort of invasive image. Like, if you can't get a picture out of your head, there has to be a reason why. I do obsess over and am in love with words. Not that that's like a super original, most people are. Yeah. C'est vrai ce que vous dites, parce que mon propre film, effectivement, est également une adaptation. Mais encore une fois, même si les livres, même si le mot, comme vous l'avez dit, même si les phrases peuvent être, pour moi, et sont assez régulièrement un point de départ de quelque chose de créatif, une image peut être également un point de départ. Par exemple, j'avais une image d'un jeune homme qui est en train de dormir au fond de l'océan. C'est une très belle image, et c'est une image qui est évocatrice de beaucoup de choses et qui peut être un point de départ. Le symbolisme est important pour moi, mais effectivement, même si parfois je peux avoir simplement une envie de film, de quelque chose à partir d'une image, eh bien oui, c'est vrai que je suis assez obsessionnel avec le mot, avec l'écrit. C'est quelque chose qui est effectivement quelque chose qui génère beaucoup de choses en moi. Le film de Haneke commence de manière clinique, puis dévie, se déroute vers quelque chose, vers une émotion indéfinissable, et ça a notamment à voir avec l'interprétation de Huppert. Est-ce que tu crois qu'un acteur à vocation doit ou peut fissurer un tout petit peu la mécanique d'un réalisateur pour que le film soit un chef-d'œuvre? Like they need to work together. Non, de prendre, de rajouter, de désobéir un tout petit peu, et pour amener un supplément, quelque chose qui va mener l'œuvre plus haut. I just think mutual desire doesn't always have to overlap. They can sort of be like concentric circles. Something has to be in common.
but it doesn't all have to be. As long as the desire and the impulse is strong on both sides. I don't think that an actor needs to lose themselves and have like the guiding light ultimately be like, you know, the son of the director is like, you know. But at the same time, I do think that a real cogent trust fall is the way to go. But it's mutual. It goes both ways. I feel like when I break away from a director, I don't trust them and I don't like them and it's not a good movie. Yeah. Je pense qu'à partir du moment où le désir est mutuel, le désir d'arriver à un but, à une destination est mutuel et qu'on a la même vision, on va dire, entre les comédiens, les comédiennes et le réalisateur, la réalisatrice, je pense que ce désir n'a pas besoin d'être absolument parallèle, de se chevaucher l'un l'autre. On peut partir dans des directions légèrement différentes et on peut obtenir un but, un résultat qui va être sans doute un peu plus riche. Je pense effectivement que ça peut arriver. Je vois ça plutôt, on va dire, comme des cercles concentriques qui vont tous au milieu, au centre, mais sans forcément se toucher. Voilà, en s'éloignant un petit peu les uns des autres. Je crois qu'en tant que comédien, est-ce que je pense qu'une comédienne doit absolument se perdre, lui ou elle-même, et toujours en ayant en tête l'espèce de soleil comme ça dans le ciel, le réalisateur ou la réalisatrice, et suivre aveuglément donc ses intentions? Non, je ne crois pas. Je pense qu'on peut, en tant que comédien, comédienne, sortir un petit peu de ça pour apporter effectivement, comme l'avait dit, quelque chose d'autre. À partir du moment où on a confiance l'un en l'autre, voilà, moi je pense que c'est bien, mais en même temps, nous dit-elle, en ce qui me concerne, je pense aussi que moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai voulu partir un petit peu à droite ou à gauche de la vision d'un réalisateur ou d'une réalisatrice, le résultat n'était pas forcément aussi formidable auquel on aurait pu s'attendre. Mais oui, je pense que c'est possible. Yeah, it's like the destination has to be very, very clear, and sometimes as an actor you need help getting there, and the path sometimes is known so intrinsically by you that you're like, don't help me get there. I know how to get there, but you told me where to go. Do you know what I mean? It's like the director's hope. I mean, you're sort of serving a vision and you are in service of it. Sometimes you take different paths. Sometimes you need to take the same path. But ultimately, like, it is the director's goal. And I, as an actor, love to be like... À partir du moment où la destination est claire, où c'est clair dès le départ, le chemin que l'on prend pour y arriver peut être différent, mais à partir du moment où on nous aide au départ, parce qu'en tant que comédien ou que comédienne, eh bien on a tendance, et elle a tendance à dire je ne veux pas que tu m'aides à arriver à cette destination, ce que je veux, c'est que tu me dises quelle est cette destination. Après, le chemin que je vais prendre, que je vais emprunter pour arriver à cette destination, je vais le trouver en moi. Donc la confiance doit être là. Et encore une fois, voilà, les chemins pour y arriver peuvent être différents, et parfois les chemins peuvent être les mêmes, ça peut arriver aussi. Mais ce qui est important, c'est d'être vraiment clair dès le départ par rapport à la destination, parce que moi, c'est ça qui me plaît, nous dit-elle, c'est d'arriver à cette destination. Si tu avais lu le script de La pianiste, est-ce que c'est un rôle qui t'aurait attiré? Est-ce que tu aurais dit oui à La pianiste? Yeah. But I mean... Bah. Moi, je veux bien qu'on parle en mime aussi. Oui, je pense que j'ai pas besoin de traduire. Alors, on va parler de destin, de pressentiment, de possible, de double. À présent, avec La double vie de Véronique de Kieslowski. Et on va regarder un petit extrait avant d'en parler. Ouais, c'est un film que j'ai du mal à attraper et que je trouve magnifique, mais que j'ai du mal à attraper. Et j'aimerais savoir, voilà, ce qui t'a attiré dans ce film, ce qui t'a immédiatement happé. It's a movie that I've seen it in recent years, like maybe in the last, like, 2. He's just obsessed with the sort of prism of life and the sort of like fractal aspects of identity, and sometimes it's sort of like, you know, you look through 3 panes of glass at a woman who's being sort of
painted with a flashlight. There's just it is hard to explain. It's funny, I took notes for this one a little bit because I was like, why do I like this movie? Mais c'est vrai qu'il est difficile. En fait, on est emporté par sa beauté, mais il est difficile. Voilà. Yeah, I mean, it's like, I think he's a filmmaker who also is pretty obsessed with movies because there's always like screens and mirrors and you're seeing people through frames. And sometimes you get like, sort of obsessed, I can, it's like she's obsessed that she's living the wrong life or that she's not. Because both Veronique and Veronique, however the fuck Veronique and Veronica or whatever, they're both artists. Like one's French, one's Polish. The way that those locations are blended, and the way that they sort of mourn each other, it's like these are versions of one woman. And I think when I like almost fell over in my chair watching the movie was when she like sings herself to death. And there's this kind of like fatal fantasy, like she gets to sort of experience singing so hard that you die. And then Veronique wakes up and she's like despondent. I mean, she's just like in utter sorrow that this like kind of fantasy version of herself is no longer with us. And then she also starts fucking her boyfriend. It's really hard to tell like where she stops and she starts. But I think the reason that I like this movie, I did write down. It's just like for something to be so oblique, but like razor sharp in terms of like how it makes you feel. That's another form of permission. It's like you can enter an interior life and make a movie that is hyper specific about like an internal feeling and not have to explain it. I'm sure that, you know, Kieslowski can, but I'm not a film writer and probably can't right now because I'm sweaty and this is nerve-wracking. But yeah, it's just like the way he paints her with the light and the first-person perspective that he's able to accomplish without being trite and weird in such like penetrating and daring ways. It insinuates this experience that like it just does away with the confines of time and space and the body, and it's the identity thing. It's like sometimes you get sad that you're like incomplete or something, and you've killed off this like old version of yourself, but they still live in you, you know what I mean? It's like there are as much like we were talking about this, like as much like sort of therapy or processing that you do and sort of shedding of old versions of yourself or even expectations that seem sort of unmeetable, a version that you're never going to be. It's kind of all in there all at the same time because time doesn't exist. You know, I think to make a movie so precise that is so hard to talk about but that made me feel so much, I just think I had to. And I know that he's like not French, but it is a Polish-French movie, and when you watch the film, it does feel, I mean, it feels like a, do you guys think it's a French film? Yeah? Okay, well, I don't know. It doesn't seem like, was it? Okay. Le film, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai vu il y a 2 ans maximum, et je crois que le regard de Kieslowski sur la vie, le prisme par lequel il regarde et il filme la vie, cette espèce de point de vue un peu fractionné de l'identité, c'est quelque chose quand on voit tous ces personnages de femmes, particulièrement dans ces films-là, de cette trilogie, il les peint avec la lumière, avec la couleur. Ce film, en fait, c'est un film dont il est assez difficile de parler, nous dit-elle. J'ai du mal à en parler parce que c'est un film qu'on ressent plus qu'autre chose. Et je crois que Kieslowski, il est obsédé avec les films, avec la forme cinématographique. Ces personnages dans ces films sont souvent dans des cadres, un cadre à l'intérieur du cadre. Il joue beaucoup avec le vocabulaire cinématographique et ce personnage qui a sans cesse l'impression de vivre une vie qui n'est pas la sienne, de vivre une vie différente avec ces 2 Véroniques, donc Véronique et Véronica, voilà, qui sont toutes les 2 artistes, l'une est française, l'autre est polonaise, et quelque part l'une est en train de faire le deuil de l'autre sans la connaître parce qu'en même temps elle est fictive,
probablement. Et ces différentes versions de la même femme, c'est ce fantasme fatal, puisque l'une d'elles finit par mourir et l'autre en a le deuil. Et en même temps, elle a le deuil également de cette version fantasmée d'elle-même. Et elle commence à sortir avec son ancien petit ami. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, qui sont encore une fois difficiles à expliquer, qu'on ressent, qu'on comprend à un certain niveau, mais difficiles à expliquer. C'est le genre de film qui est tellement précis dans sa description des sentiments, très spécifiques sur les sentiments, tout ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur de soi. Kieslowski, il est très fort pour ça, pour le faire, pour le filmer, pour en parler sans doute. Mais moi, nous dit Kristen, en ce qui me concerne, avec mon expérience et ma vie aujourd'hui, j'ai du mal à en parler, c'est difficile d'en parler. Cette manière dont il fait intervenir le temps, l'espace, le corps, c'est le fait que parfois on se sent incomplet, on sent qu'il nous manque quelque chose. Il y a une espèce de version de nous-mêmes, donc dans le film c'est assez clair, mais une version de nous-mêmes qui est peut-être plus complète que nous, différente, mais en tout cas dont on se débarrasse pour pouvoir atteindre autre chose. C'est comme une autre version de soi-même qu'on n'atteindra jamais en fait. Et voilà, encore une fois, c'est un film, comme vous pouvez le constater, dont j'ai du mal à parler, nous dit-elle, mais en tout cas par contre que je comprends très bien. Tu voulais rajouter quelque chose pendant qu'elle parlait? Well, I was just thinking about the differences between the two characters and the kind of the longing that one has for the other. Even though they never meet, one experiences like passion in a really sensual and really beautiful way. She fucks. And then the other is capable of singing herself to death. And they're both jealous of each other. It's like, does one cancel the other out? It's like when you're really committed to your work and your art, are you able to really like be taken by someone? Do you know what I mean? Mm-hmm. Maybe that's what it's about. Maybe that's not what it's about at all, but I don't know. That was like the last, I was just sort of trying to differentiate between like those two people and where their overlaps are, but we could do this for a long time. We only have a little bit of time. Je crois que c'est la différence entre ces deux personnages, ces deux femmes dans le film, le fait qu'elles sont toutes les deux, enfin en tout cas l'une est obsédée par l'autre, même si elle ne la connaît pas, même si elle ne l'a jamais rencontrée. Pour moi c'était vraiment intéressant de voir cette espèce de personnage passionnel, sensuel, qui passe son temps à faire l'amour, etc. Et l'autre personnage, elle est tellement obsédée par son travail, elle essaie tellement d'atteindre la perfection dans son travail que du coup elle est plus du tout sensuelle physiquement parlant, mais sa passion pour son travail est elle-même très sensuelle. Et encore une fois, elle nous dit, bon, en même temps, je pourrais en parler sans doute pendant plusieurs jours, et je crois qu'on n'a pas le temps. On va partir à Paris. L'amour, la flamboyance, un film poème. À présent, Les Amants du Pont-Neuf. On va regarder un extrait. Tu l'as vu très jeune, ce film-là. Quel effet il a fait sur toi quand tu as découvert ce film fou? I mean, I guess like I don't have to analyze the whole film and its whole meaning. I mean, it's I think actually a very quaint relationship movie. He's closed off. He's afraid that if she can see the whole world, then he won't, or she won't want him. He's running after her. She's out of reach until she's so exhausted that he like play acts that he's leading her in this waltz, but then ultimately, like she spins off like a top. It's like, you can't control the things you love. I'm so sorry. I'm so sorry. And if you did, you wouldn't want it. Yeah, I just love this movie so much. Do you want to, maybe I'll stop there and, yeah. J'aime beaucoup les films dans lesquels on court. J'aime les films où les gens courent, où ils sont à bout de souffle. C'est quelque chose qui m'intéresse, que j'ai toujours aimé. Est-ce que je vais partir dans une analyse du film tout entier là? Non. Mais moi je crois que c'est un film à propos d'une relation qui est un peu bancale. Une relation parce que lui il est tellement renfermé, il est tellement fermé
sur lui-même. On voit ce personnage, cette femme qui est libre et qui court et qui est plein d'énergie et elle a envie de voir le monde. Et lui pense que si elle part et qu'elle découvre le monde, eh bien, elle va lui échapper, elle va arrêter de l'aimer. Et ça, c'est forcément le début d'une relation bancale. Et il y a notamment cette séquence quand tout à coup, il essaye de l'attraper et qu'elle part comme ça, qu'elle s'envole en tourbillonnant. C'est, je crois, une excellente métaphore parce qu'à ce moment-là, il se rend compte qu'on ne peut pas contrôler ce qu'on aime. Quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, on ne peut pas le contrôler. Et si on commence, si on finit par le ou la contrôler, eh bien on n'aime plus. Et je crois que voilà, je vais arrêter là pour l'instant. Tu es attiré au cinéma par ce lyrisme, par la démesure au cinéma. Et de trouver aussi la vérité dans l'excès. I like a bit of excess, yeah. But, Maggie. I like it would be boring to just show the simple truth of of the quaint story that I just suggested, because sometimes your feelings are like fireworks, you know what I mean? It's like that, well then that's what the movie should be. Instead of somebody who's like, oh, he hasn't texted me back. You know what I mean? Like, you have to go bigger because our emotions, they might be contained in these little like skin sacks that look puny, but like universe is in here. And I don't know, I think the movie also starts like, so they're both walking separate paths, but you can tell that they're inevitably going to converge. And it throws you into this like pretty horrific verite experience of something far worse than like a drunk tank. He winds up in some sort of clinic after being in the shelter, I think they refer to it, but who knows about translation. For someone to then choose to go back to the bridge after that, you really understand like his commitment to like how tightly closed off he is. And her problem is that she's hung up on an ex-boyfriend. And when you are stuck in a past, you start to become blind to what's in front of you. And she attempts to kill the ex-boyfriend in a sort of weird dream that you're not quite sure is real because she has all the bullets after her, but you see there. And her taking him to the beach and him always like looking away, like, let's go see have you ever seen the sea? And he's like, I don't have to. She takes him there. His little head rests on her shoulder, turning away from the ocean. It's just like the sort of immensity of responsibility when it comes to holding true passion in a moment, and how it's really unsustainable. Like the last joke of the movie, like she's like, I'll do it. She's like, but then he'll do it. She's like, okay, so there's two guys in a bar and they're looking like all down because, you know, they're talking about how much they get laid. And one of them's like, oh, it's probably every 3 days, it's not enough. And he goes, oh, I mean, that's for you. That's like, for me, it's nothing. For me, it's every 3 weeks. I'm like, so sad about it. And then this other guy enters the bar and he's got this like big banana grin on his face. And they're like, what are you so happy about? How often do you get laid? And he's like, every 3 years. And they're like, how could you be so happy? He's like, well, tonight's the night. And for me, the movie is just a quaint relation. The bridge is a big metaphor for not just sort of deviation and destruction. Like, I'm sure that there's some sort of political overtone that I'm unaware of because of the whole Bastille Day thing. But her running across like the cross current of that whole like military march, sort of going away from society, almost getting hit by like actual tanks with guns and like running back to him after she's like shot her sort of metaphoric ex-boyfriend, that has to mean something. Maybe you guys can enlighten me. But basically it's just like, you will always have your past. And the heightened moments that keep you connected to your new life are not always going to be
you're not always going to get laid that night. You know what I mean? It's like, you can't be afraid of the fact that you have to be real with each other, and both of your eyes have to be open. And you live in a world with a lot of other people and a lot of beauty that could distract you from the immense passion that is existing in this little microcosm between the two of you. But you can't live on a bridge forever, you know? So it's like, I don't know, I think it's also, it's just got the most energy of any film. I mean, the way that, the way, you know, when she hears, I'm sorry if this is too long, when she hears this cello, when the score actually becomes a character in the movie, when all of a sudden it's embodied by a real instrument played by a real man, Julien, and like, fucking Julien, and like, why are all these names so common too? Every movie that I chose, I think there's like 4 overlapping names. Fournier. But when she jumps over the little people mover thing and starts running through the subway, that is an unstoppable force. Honestly, fucking the water skiing in the Seine, and like him being like, "Is the speed okay?" And she's like, "I can't hear you, but you're beautiful." It's like, I mean, how is that not your favorite movie? On va te laisser le temps de traduire. C'est bien, t'es un marathonien. Je vais faire ce que je peux. This is the masterclass where I tell you all my favorite scenes. For no reason. Alors, est-ce que j'aime l'excès? Est-ce que j'aime quand c'est énorme comme ça? Oui, je pense que tout le monde s'en est un petit peu rendu compte. Pour moi, je crois que c'est important de faire voir à quel point parfois la vérité, les sentiments peuvent parfois, et réellement comme dans l'extrait qu'on vient de voir, c'est comme des feux d'artifice, c'est vraiment comme des feux d'artifice. Ça explose, et c'est au-delà des mots, au-delà du verbe, au-delà du texte. Et moi, c'est le genre de choses quand tout à coup ça explose et ça devient quelque chose de presque impossible à décrire. C'est vrai que ça m'intéresse. Et je vais essayer de faire court. Et je crois que la passion, c'est aussi une excellente métaphore pour la passion, parce qu'on a tout ça en soi et ça ne demande qu'à exploser. Et ces 2 personnages dans le film, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ce sont des personnages qui marchent, qui empruntent des chemins qui sont peut-être un peu différents, mais qui en même temps ressentent les mêmes choses, ressentent la même expérience. Et il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas vues dans le film, mais ce personnage, par exemple, cet homme qui est dans une clinique, qui est pas dans des abris, mais le mot me manque, shelter, et qui à un moment donné trouve la force, après cette expérience traumatisante, de revenir sur le pont, de retourner sur le pont pour être avec cette femme. Ça montre à quel point sa passion est dévorante, sa passion est explosive, parce qu'il retourne, et même si lui est complètement, encore une fois, renfermé sur lui-même et n'arrive pas à exprimer beaucoup de choses, il la suit, il la poursuit, il veut être avec elle, et elle est déjà dans une autre histoire, parce qu'elle se retient à cause de son histoire à elle avec son ancien petit ami. Et d'ailleurs, un peu plus tard dans le film, il y a une séquence où elle le tue métaphoriquement, mais il y a une séquence où elle le tue, et il y a tellement de choses qui se passent dans ce film. Lorsque, par exemple, on se rend compte à quel point la responsabilité de la passion est une responsabilité immense, et que cette passion qu'ils ont et qu'ils essayent de faire perdurer, on ressent, on voit bien, on sent bien que ça ne va pas durer, que ça ne peut pas durer. Et il y a cette séquence, par exemple, les 2 gars dans le bar qui commencent à discuter cette blague que certains connaissent peut-être, qui est que donc il y en a un qui dit: et toi alors, avec ta copine, combien de fois vous faites l'amour? Oh, nous c'est 2-3 fois par semaine. Et toi? Oh, non, moi c'est 2-3 fois toutes les 3 semaines, et encore, ah ouais, c'est pas mal quand même, t'as de la chance. Et là il y en a un 3e qui rentre et qui a un sourire incroyable sur le visage, et ils disent: et toi, combien de fois tu fais l'amour dans l'année? Et lui dit: oh non, moi c'est 1 fois tous les 3 ans. Ah bon? Mais pourquoi t'as un tel sourire? Bah parce que c'est ce soir. C'est le genre de blague aussi qui permet de dédramatiser la situation et la passion et toutes ces choses qui sont dans le film, et le pont que l'on voit, parce qu'évidemment le film entier tourne autour de ce pont qui a été reconstruit au milieu de la campagne, et ce pont, c'est une métaphore. Il y a tellement de choses qui passent
il y a sans doute, nous dit-elle, aussi un message politique qui passe là-dedans. Il y a peut-être des choses qui me passent un petit peu au-dessus de la tête que j'ai pas forcément compris, mais c'est pas grave, parce que, encore une fois, par exemple, dans l'extrait qu'on a vu, là pour le coup, on peut revenir à l'extrait qu'on a vu, lorsqu'elle marche à contre-courant de cette marche militaire qu'on entend, c'est tellement fort parce qu'elle va au-delà de tout, rien ne peut l'arrêter, alors que lui se cogne quelque part presque littéralement, presque physiquement au tank, à tout ce qui est resté de cette bataille qui a eu lieu sur ce pont, et ils sont très vrais les uns l'un avec l'autre, ils sont très vrais. Il y a cette vérité qui m'intéresse beaucoup. Elle nous dit, je crois que on a toujours son passé, mais il ne faut pas laisser le passé nous retenir trop longtemps, il ne faut pas laisser le monde nous distraire de cette passion qui est en nous, qui nous dévore, mais qui nous fait également avancer. Et puis on ne peut pas rester sur un pont toute notre vie, et je crois que c'est ça aussi le message du film. Il y a cette énergie qui est portée donc par les personnages, par le décor, par l'histoire, mais également par la musique qui à un moment donné, avec ce violoncelle qui est interprété par une véritable personne, Julien. Il nous dit d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a des Juliens partout dans le cinéma français, mais la musique devient un personnage à part entière, et ce passage également où elle saute par-dessus les obstacles, où elle court vers le métro, elle s'engouffre dans la bouche de métro comme portée par une force impossible à stopper. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans ce film, et c'est la raison pour laquelle il a autant compté pour moi. And the best use of a cat in any movie I've ever seen on film. Yeah, like her having that cat is pretty epic because she really is an indoor cat, and he is an outdoor cat. And how do you? I mean, that's just whatever. This is not the most profound thing, but the use of the cat in the movie and how it's totally inexplicably still there and alive. That cat would have perished in that bag, running around with her like that. But somehow it always ends up back with them. The cat's on the beach. Like there's a preciousness that's always within reach through her. There's like a certain domesticity that's always within reach through her. She can always hold on to her kitty cat. If that man had a cat, for fuck's sake, I mean, no cat. Et il y a également ce personnage, il y a également le chat dans le film qui est important, ce personnage, oui, cette métaphore du chat, parce que elle, c'est vraiment un chat domestique, un chat d'intérieur, et lui, c'est un chat sauvage, c'est un chat qui va un peu partout, et le personnage du chat, encore une fois, j'ai du mal à trouver un autre mot, mais le chat a une véritable importance, même si on n'y croit pas une seconde, parce que un chat dans un sac, dans ce genre de situation, au bout de 5 minutes, il serait déjà embouilli, mais en l'occurrence, le chat, il est toujours avec eux, il est toujours là, il veut dire quelque chose. Lorsqu'il se retrouve sur la plage, il est là. Et je crois que le chat représente aussi cette domesticité qui est en elle et qui passe par elle. Donc voilà, le symbole du chat, c'est un symbole qui a également son importance. Alors le temps file, hélas, le temps file, et on n'aura peut-être pas le temps de parler de tous les films. On finira... Yes, I know, mais il y aura une partie 2. Mais on finira sur Hiroshima, mon amour, une histoire de mémoire, d'amour, d'horreur, et on va juste regarder un très court extrait qui est au début du film. Okay, so this is like a true experimental film. It's a documentary. It's very literary. It's also the most cinematic. I mean, this is when our medium can really bring us and our different interests together. That wasn't very well said, but it's like right now I think an important movie to talk about because just the violence of forgetting and the guilt of forgetting and the sort of the ways in which you try and digest a photograph and then metabolize guilt. The way a photograph can insinuate memory as if you've had anything to do with this event, and like that's obviously how we've been consuming all of the atrocities that are taking place across the world right now, everywhere. And then also having small tragedies matter because we're still human. The loss of like a fling, like just thought it was a kind of like relevant movie. I think maybe I wrote things down that sounded better than that, but
Vous voulez traduire pendant ce temps-là? Ce film, c'est un film qui est, pour tous ceux qui éventuellement ne l'auraient pas vu, c'est un film qui est, pour moi, expérimental, dans le meilleur sens du terme. C'est à la fois, on peut le voir à la fois comme un documentaire, parce que ça s'est arrivé, comme un film, parce que c'est un film, mais également comme la meilleure interprétation de ce que le médium cinématographique peut nous permettre de faire passer comme sentiment. Je crois que c'est un film qui est important, et qui est d'autant plus important aujourd'hui, maintenant, à cause de tout ce qui se passe dans le monde. C'est un film qui nous fait comprendre le sens, la violence de la culpabilité et la culpabilité de l'oubli. L'oubli, c'est quelque chose qui est très très violent, et la mémoire doit prendre ce contre-pied. Et le fait que parfois, simplement en regardant une photo, on a l'impression, on a la sensation qu'on était là, qu'on a vécu ces événements. Et c'est quelque chose qui résonne évidemment tragiquement aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes les guerres, toutes les horreurs qui se passent en ce moment même, et ce sentiment de la perte, du deuil dont on a l'expérience au jour le jour, malheureusement et tragiquement aujourd'hui. C'est un film qui est hanté par l'idée que ça se répétera. Et effectivement, c'est un film à revoir, particulièrement en ce moment. Are we finished, really? Yes. Oh man, fuck, we had like so many that sucks. Yeah, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Comment tu veux I terminer? mean, look, like Marguerite Duras wrote that movie, and that's like bringing literature and like real internal philosophy that would be very difficult to portray in a narrative film, and then contrasting that with real images of Hiroshima and this woman saying, I remember them, and he's like, no, you don't remember that. But somehow they're also mutually remembering each other's pasts because of what they're giving to each other in the present. And I know that we've been talking a lot about past and present, but our memories live in us, and they really construct like every cell in our body, even if we're able to kind of not have them at the forefront of our brains all the time. Certain people unlock past versions of yourself, and I just think the use of flashback, it never feels like a flashback. It feels like almost more intimate than the sex that they have, because they've kind of penetrated each other's, like she's actually allowed him into her visceral memory and loss, and one that is steeped in shame because she was fucking a German in France, like during the war. And then also acting in a movie about it, which is so embarrassing. You know what I mean? Acting in a movie about Hiroshima with somebody who actually like had relatives die there, and she's like, it's a movie about peace. It's like, I guess what I'm trying to say is the sort of multimedia aspect of it. It's like an old school multimedia film, and again, I do appreciate movies that it's kind of like hard to love the main character, and there are times where I kind of want to slap her. But so fallible considering like what she's gone through and what he's gone through, and sometimes you just sort of need to hold each other in the dark. And it kind of doesn't really matter who it is. Because like individuality goes away and more. You just go, you know what I mean? Your taste, the small things you like, the fact that you're an actress, those things, it's like it doesn't, you could all kind of go blind and just hope that you can reach out and find a hand somewhere. I think the movie's fucking just leveling, like completely leveling. The first time I saw it, I was like, maybe we should all stop making movies. Comme vous le savez, le film est adapté je vais le faire court. Comme vous le savez, le film est adapté... En accéléré. Ouais, le film est adapté d'un livre de Marguerite Duras, et je crois que c'est très important de voir à quel point c'est la meilleure adaptation possible de ce qu'a pu écrire Marguerite Duras à ce moment-là, à cette époque-là, parce que c'est un mélange de la littérature, mais également de la philosophie, parce que elle a réussi, en tout cas René a réussi à faire un film à partir de ce qu'a écrit Duras, et en même temps, ça aurait été tellement difficile
difficile de l'adapter dans une forme vraiment narrative classique. Il a vraiment réussi à capter l'essence de ce qu'a voulu dire Marguerite Duras. Il y a ces séquences, ces dialogues dans le film qui sont très très importants. Pour moi, par exemple, lorsque lui dit, lorsque elle lui dit, je me rappelle de ce qui s'est passé, je me rappelle de ce qu'il y a eu, j'ai ce souvenir, cette mémoire, et lui il dit non, tu n'as pas ce souvenir, tu n'étais pas là. C'est la force également du souvenir qui est parfois créée ou recréée par la vision d'une photographie, de raconter, d'échanger des souvenirs, ce mélange entre le passé et le présent, et le fait également de dire que la mémoire nous construit, c'est ce qui nous fait nous-mêmes. Et c'est tous ces flashbacks, ces séquences donc du passé, eh bien c'est presque plus intime que des séquences de sexe, parce que elle se laisse réellement, elle laisse réellement l'autre entrer en elle au plus profond de ses mémoires, de ce qu'il a construit elle-même. Et également il y a la mémoire, il y a également la honte par rapport au fait de faire un film sur Hiroshima, mais avec quelqu'un qui lui était à Hiroshima, donc a vraiment vécu ces événements, et puis la honte qu'elle a eue pendant la guerre avec cet Allemand. Quelque part, ce film, c'est un film qui mélange tellement de médiums différents, c'est presque comme un film multimédia avant la lettre, parce que le film date déjà d'il y a quelques années, et c'est difficile. Moi, nous dit-elle, j'aime les films dans lesquels il est difficile d'aimer le personnage principal. Moi, ça m'intéresse. C'est ça aussi qui me plaît, c'est ça aussi qui m'intéresse. Puis je crois qu'à la fin, ce que le film représente aussi, c'est une philosophie qui m'est chère, c'est le fait de trouver quelqu'un que l'on peut prendre dans ses bras, ou en tout cas dont on peut tenir la main lorsqu'on est dans le noir, lorsqu'on ne voit plus rien, lorsqu'on est aveuglé. On peut trouver la main de quelqu'un, et peu importe qui c'est en fait, peu importe son propre passé, ses propres souvenirs, on tient la main et on sait que cette personne est là pour nous. C'est ça aussi qui m'a intéressé dans Hiroshima, mon amour. And as horrifying as this notion is, we kind of are where we're from. Like the last lines of the movie where it's like, you are never there, and you are Hiroshima. That's your name, that's my name. It's like, yeah, there's a gaping quarry between us because of that. Also, just like the last movies that we're going to talk about were just too. Il faut que je leur laisse la parole. Il faut que je leur laisse, les laisse te poser des I'm not saying we have questions. to, I know, we're stopping. Je pense qu'on n'a pas le temps. Oh no, we're stopping. I just want to let you guys know what the movies were. It was Elevator, The Gallows, and Bay of Angels. Elle voulait également vous parler des deux films dont on n'a pas eu le temps de parler, c'est-à-dire Ascenseur pour l'échafaud. La baie des anges. Ah oui, la baie des anges, pardon, la baie des anges. Oui. Tu veux dire un court mot sur chacun d'entre eux, et après on passe la parole pour qu'ils puissent poser des questions, que le public puisse poser des questions. Oh no, it's okay. Just so you know. Non, c'est juste pour que vous sachiez, donc Ascenseur pour l'échafaud et la baie des anges. Alors, qui voulait poser des questions? Alors, monsieur, oui. Où êtes-vous? Alors, je ne sais pas, moi je ne veux pas trier. Congratulations pour l'interview, bravo déjà. Et puis, my name is Christian Zabatura, auteur-réalisateur de films documentaires sur l'art. Question, pour le regardant d'un film, quel est pour vous le plus important? L'image, le visuel animé du film, ou le mot, le son, la musique, le silence, pour interpeller l'imaginaire du spectateur? Est-ce qu'il doit y avoir une recherche constante de correspondance, de communion, de confrontation entre le visuel et la bande-son pour, justement, dans le développement du film et le traitement du propos du film? On avait dit court. Well, my answer is very short. Yes. In equal measure. I mean, kind of depends on the movie in terms of balance, but no, that's the medium. It's all. C'est le médium lui-même, le film, fait que ma réponse va être très courte, donc oui. Voilà, que tout doit être mélangé, le son, l'image, tout a une importance, nous dit-elle, que je considère comme étant égale pour pouvoir faire passer le message. Hi. Hi. You talked about the need for a desire between the director and the actor or actress to work together and have respect between each other. That's exactly the definition of love from Bell Hooks, that there's the need to
want to go somewhere together. And would you say there's a need to be some kind of love and respect on a set and a project for it to work? I mean, this does sound like hella histrionic, but yeah, I think making a film is an act of love, and if it isn't something that I want anything to do with. And then it's about ego and some sort of weird, controlling. Then it's about ego, and it's about one person. Yeah, I think. Yeah, it's like you don't, yeah, when I say, and the word love really just means that you're reaching toward the same thing together, and that there's some kind of like mutual respect. Yes, of course, yeah, I do think that making a film is an act of love. In fact, when I first was making my movie, there were a couple elements that were feeling really unsavory and like impure, and they must be removed. And it's hard to do that, because if you're kind of a nice guy, it's difficult to be like, but you have to protect everyone's ability to keep going in the same direction and loving each other. And it sounds a little bit cheesy, but I do really believe that. La question, je vais traduire très très vite pour tous ceux qui ne comprennent pas l'anglais. La question portait sur le fait que vous avez dit tout à l'heure, Kristen, vous parliez du besoin que l'on a d'avoir le même désir, ou en tout cas d'avoir le désir d'arriver à la même destination ensemble. Et quelque part, lorsque vous disiez ça tout à l'heure, donc Madame nous dit que ça l'a fait penser également à une histoire d'amour, en fait, que l'amour c'est un peu pareil, c'est avoir envie d'aller à la même destination ensemble, même si les chemins peuvent parfois être un petit peu différents, et en tout cas d'y aller ensemble. Donc est-ce que vous pensez que le tournage d'un film, en tout cas sur le tournage d'un film, on peut avoir également ce sentiment de vivre véritablement une histoire d'amour? Et il nous dit oui, parce que pour moi, un film, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour, même si parfois il y a l'ego qui rentre en jeu, même si parfois il y a des jeux de contrôle, j'allais dire de soumission, c'est l'inverse, le mot que je cherche, mais là je suis un petit peu fatigué. Je crois que c'est vraiment ça, c'est d'avoir envie d'arriver à la même destination tous ensemble, parce qu'évidemment faire un film, c'est un travail qu'on fait avec beaucoup de gens, et que tout le monde ait envie d'y aller ensemble, dans la même direction, en tout cas atteindre le même but, et qu'il y ait au moins le respect, et quelque part, oui, l'amour entre les différentes personnes qui font un film pour y arriver. Elle nous dit que par exemple, en ce qui la concerne, lorsqu'elle a fait son film, il y avait parfois certains moments du film, certaines choses, ils se sont rendus compte que ça faisait partie du film, elle avait envie que ce soit un film, mais c'était peut-être un peu trop dur, pas bien, qu'il fallait l'enlever, qu'il fallait le retirer du film. Et quand on doit retirer quelque chose d'un film, parce qu'on sent que si on laisse ça dans le film, on va perdre un peu de respect de la part d'une ou deux personnes qui sont autour de nous, et qui donc ont cet amour pour le projet, pour l'emmener à sa destination, ça fait mal, mais tant que l'amour et le respect est là, on fait ce qu'on doit faire, on y va ensemble, exactement comme une histoire d'amour, en effet. Merci beaucoup, Kristen. Merci d'avoir partagé votre amour du cinéma avec nous. Thank you. La masterclass est terminée. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Thanks for listening me rattle off for, way too long. I do appreciate the fact that nobody got up and walked out. I was like, it's gonna happen. I'm gonna start saying that. Merci à tous d'être restés aussi longtemps. J'étais persuadé que certains d'entre vous partiraient. Merci.